Bonjour, mon nom est Paula Alphonse et vous êtes de retour à un autre segment de Getting Real with Paula. Et ce soir, nous discutons du fameux retour à l'école pour le niveau primaire du côté Québec. Le 11 mai est la date officielle où les parents devraient choisir, pas devraient choisir, où les enfants devraient revenir à l'école. Et il y a bien des parents qui se posent la question à savoir, est-ce que je les renvoie ou pas? Certaines des questions sont autour de la santé de mon enfant, certaines autres, c'est par rapport à est-ce qu'on ça nous met plus à risque de développer la COVID-19 quand l'enfant revient de l'école avec la famille. Il y en a d'autres qui se posent la question à savoir, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée et pourquoi là, maintenant, un mois avant le début des vacances scolaires. Dernier élément qu'on a aussi entendu, est-ce que c'est une décision qui est basée sur l'éducation et la santé de mon enfant ou bien sur le retour économique qu'on essaie d'adresser? Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans la conversation et bien des choses à considérer dans la prise de cette décision. Ce qu'on va essayer de faire au cours de ce segment, c'est vraiment de répondre à vos questions et on espère vous amener un peu plus de clarté de façon à ce que vous puissiez prendre la décision qui s'applique le plus à votre réalité. Ce que je compte mentionner à tout le monde, juste au cas où certains l'ont oublié dans ce débat-là, c'est que vous avez le choix de renvoyer vos enfants à l'école ou pas. Donc, il n'y a pas de pénalité si vous choisissez de les garder à la maison. Pour mieux servir notre auditoire qui vient du Québec, nous avons choisi de faire ce segment-là majoritairement en français. Mais si par hasard on s'échappe en anglais ici et là, ben, j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. J'ai avec moi deux enseignants de la région de Montréal, Joanne Bello et John Cadet. Et je vais leur demander de se présenter l'un et l'autre. Et puis, on commencera avec Joanne. On va lui demander de nous parler d'elle, de sa réalité, sa famille, son travail et, comme on dit, ce qui la représente et ce qu'elle amène, quel angle qu'elle amène pour cette conversation. Et ensuite, on passera le micro virtuel à John Cadet pour qu'il puisse se présenter lui aussi. Donc, Joanne, à toi. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Joanne Belot, je suis enseignante anglais langue seconde au secteur secondaire. J'enseigne au secondaire 4. Ça fait 18 ans que j'ai cet emploi que j'adore et je n'ai pas moi-même à retourner au boulot avec les étudiants. Par contre, je suis mère de 2 jeunes enfants, 7 ans et 5 ans. Alors, j'ai ce choix-là à faire et alors, j'emmène l'angle enseignant parce que je sais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour ces élèves-là qui retournent. Mais je suis parent avant tout, je suis mère avant tout. Puis la réalité, les dernières 4 à 6 semaines, là, c'est pas évident comme pour vous. Puis on va discuter de cela un peu. Puis on veut faire un choix éclairé. Le choix que vous allez faire sera bon pour vous. Et parce qu'il est bon pour vous, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais pour un autre. Alors on va discuter beaucoup de cela. John? J'y vais. Yeah, OK. All right. Hey, c'est une belle introduction, j'aime ça. Écoute, mon nom, c'est John Robens-Cadet. Je suis enseignant d'art dramatique au primaire. Donc, j'enseigne aux enfants de première année jusqu'à la 6e année. Donc, moi, je suis touché par ce retour à l'école. Donc, vraiment, moi, je vais devoir reprendre une prestation de travail complète à partir du 19 mai parce que j'enseigne dans la région de Montréal. Donc, c'est un peu justement mon argument en tant que pédagogue, parce que je ne suis pas encore papa, mais c'est mon argument en tant que pédagogue que je vais amener au débat. Encore une fois, c'est pour aider justement à faire un choix éclairé, d'amener un point de vue pédagogique, voir est-ce que
est-ce que le retour à l'école se fait dans les meilleures conditions pédagogiques? Donc, c'est là un peu l'argument que je vais amener dans le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec la question qui est peut-être qui est à l'intérêt de tout le monde. C'est, selon vous, quels sont les enjeux dans cette conversation et quels sont les éléments que les parents devraient considérer dans leur prise de décision? Joanne, tu veux y aller? J'y vais. I mean, vas-y, John, vas-y. There's so many things. Il y a tellement de choses, il y a beaucoup d'enjeux. Moi, la première affaire que je veux que les gens comprennent, c'est vraiment que il faut faire la distinction entre retour économique, retour éducatif. Okay? Je pense que c'est la partie la plus importante à faire, du sens que il faut que les parents qui décident ou non d'envoyer ou non les enfants à l'école, vous devez savoir que le retour, selon moi, n'est pas un retour éducatif, mais un retour économique. Donc, il y a une réouverture économique qui se fait, il y a un déconfinement économique qui se fait, et la réouverture des écoles se fait en suivant ce sens. Ce qui veut dire que l'environnement éducatif dans lequel les enfants vont retourner n'est pas, à mon avis, optimal. D'accord? On va dire les vraies choses. Je pense que les parents doivent avoir une certaine réalité, une certaine vérité. Le retour n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que l'environnement de l'école change au complet. D'accord? Les enfants vont rentrer à l'école, ils vont être confinés dans leur classe. Les cours de spécialistes vont être fermés. Les locaux de spécialistes vont être fermés, donc ils ne pourront pas aller nécessairement au gymnase, dans le local d'art dramatique ou quoi que ce soit. Les cours vont se faire directement dans la classe. Les récréations vont changer. Et donc, c'est vraiment tout un environnement scolaire qui se modifie. Et ça, c'est important de prendre ça en considération quand on parle de retour à l'école, parce que l'enfant va retourner dans un environnement qui est complètement différent. Et donc, son apprentissage va être différent. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ça que je pense que les parents doivent premièrement considérer. OK, est-ce que mon enfant retourne à l'école pour apprendre quelque chose? Parce que s'il retourne pour apprendre, il faut qu'il prenne en considération tous les changements qui vont avoir lieu dans son environnement qui vont affecter son apprentissage. Absolument. C'est bien dit. Puis, ce que je peux rajouter à ça, on se demande, retourner à l'école pour mon enfant, qu'il soit en maternelle ou en 6e année, mais c'est quoi exactement? Parce que il faut considérer, est-ce que j'amène mon enfant à l'école? Lorsque je l'amène, je le dépose où? Ou est-ce que je prends l'autobus? Il y a plein de... Il faut penser à, OK, alors, il monte dans l'autobus, qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes dans cet autobus-là? J'ai parlé à quelques enseignants au primaire, puis exemple pour la classe de mon fils, parce que je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Il y a une classe de 19 enfants. Dans cette classe-là, avec les périmètres là, qui ont été calculés, il peut seulement y avoir 6 bureaux. Alors, cette enseignante en question, elle a confirmation qu'environ 8 à 9 enfants n'y seront pas. Alors, sur 19, ça laisse quand même 10 enfants, mais il y a de la place pour 6, n'est-ce pas? Alors, il y a des enfants, on va dire qu'il y en a 10 qui vont retourner à l'école. Est-ce que mon fils va retourner et ne sera pas dans la classe avec son enseignant, celle qu'il veut voir? Oui, il l'a vu dans quelques Zoom meetings, puis il était très excité de la voir, de voir ses amis. Puis lui qui se dit que il va retourner à l'école. Premièrement, comme John a mentionné, c'est tout à fait différent. Alors, les jouets ou bien où est-ce qu'on pouvait aller pour aller jouer au bloc ou tout ça, les modules ont été tournés, plastifiés, on ne touche à rien. Alors, on s'assoit, c'est vraiment délimité. Puis, là, je me retrouve dans une classe où ce ne sont pas mes amis, mes camarades de classe qui sont là. Il y a ça à prendre en ligne de compte. Puis, c'est comme on a dit aussi, ou peut-être que l'a pas encore dit, ton enfant, c'est vous qui connaissez votre enfant. Est-ce que votre enfant est en mesure de vivre tout cela? Puis moi, c'est là que je veux rajouter mon point de vue de parent. Puis comme je vous ai dit, je n'ai pas encore pris ma décision. En même temps, il y a un retour à l'école qui se fait au mois de mai. Il y a aussi un retour qui se fait à l'école au mois de septembre. Maintenant, est-ce que j'ai le type d'enfant qui doit vivre un certain traumatisme, si on veut, avant les autres? Est-ce que c'est mieux pour lui de le lancer un peu dans cette affaire-là où il y aura seulement 5 autres enfants dans la classe avec lui?
puis qu'ils vivent, certains, non, il ne faut pas que tu fasses ça, comme toutes ces limitations qu'on va lui donner, est-ce que pour lui, c'est quelque chose qu'il devrait vivre un peu avant les autres, ou est-ce qu'on embarque tout le monde en septembre et que I feel like this is a trial. Oui, tu vois, Joanne, je vais même te poser cette question-là. As a teacher, en tant qu'enseignant, OK, enseignante, juste installer une gestion de classe en début d'année, là. Tu es d'accord que ça prend un bon 2-3 semaines pour que, easily. Puis tout ça, c'est parce que tu veux que tes élèves connaissent leur place dans la classe, tu veux que tes élèves, justement, connaissent les repères, tu veux que tes élèves connaissent tes règlements et tout. Là, maintenant, tu fais une première rentrée parce que techniquement, ça fait genre environ 2 mois qu'on n'est pas à l'école. C'est un peu les vacances d'été qui durent 2 mois. Là, on retourne, on va dire, le 11 ou le 19, tout dépendamment où on se trouve. C'est une autre rentrée, right? Donc là, l'enfant embarque dans un nouvel environnement scolaire. Donc déjà là, ça va prendre un certain nombre de temps pour que le prof installe une certaine gestion pour permettre, parce que l'enfant doit s'adapter, But the thing is, les parents peuvent mettre l'enfant, le ressortir, le ressortir, as they see fit. Fait qu'à chaque semaine, c'est comme si les chiffres vont changer. So each week, il faut que l'enfant s'adapte et se réadapte. Comment j'étais 2, la semaine prochaine, j'étais 4. Finalement, je vais être 2. So, tu vois, quand on parle d'apprentissage de l'enfant, ça vient avec tout un environnement. C'est pas seulement le prof qui enseigne. Le prof enseigne dans un environnement que lui a établi, puis dans lequel l'enfant est devenu à l'aise, puis qu'il est propice d'apprendre. Mais là, c'est pas ça. On embarque dans du nouveau. Regardez, puis, I want to be transparent avec les gens qui nous écoutent. Donc, moi, aujourd'hui, je suis allé à l'école parce qu'on faisait des sacs à dos pour les enfants, pour les parents qui décident de laisser les enfants à l'école, à la maison, right? Donc, les parents, évidemment, ne pourront pas rentrer dans l'école. Donc, on prépare leurs effets scolaires. On les mettait dans des sacs qu'on a préparés dans le gymnase. OK? On a reçu certains chiffres en même temps. On a tout mis. Donc, les livres. Mais tu sais, les jouets, on les a enlevés parce que les enfants ne pourront pas aller dans les jouets. Donc, déjà là, on commence déjà à restructurer l'espace de la classe. Okay? L'enfant va rentrer lundi, le 11 ou le 19. Il doit déjà s'habituer à ce nouvel espace-là. Maintenant, il y a des classes. Moi, je suis dans une école où le quartier est favorisé. Okay? Donc, un quartier favorisé fait que des parents ont des emplois où ils peuvent faire un peu plus de télétravail. Okay? Donc, ça fait qu'il y a des enfants il y a plus d'enfants qui vont rester à la maison. J'ai des classes, ils sont 2. Okay? L'enfant va rentrer, ils sont 2. Lui, puis une autre personne. That's it. Il y a des classes, ils sont 8. Tu comprends? Fait que là, t'embarques, t'es juste 2. Là, déjà, l'enfant doit s'habituer à, les activités qu'on faisait d'équipe, l'apprentissage qu'on faisait en équipe, mais on le fait plus. Là, je suis juste 2. Fait que, tu sais, mes amis sont pas nécessairement là. Fait que l'argument qu'il faut qu'ils parlent à leurs amis, c'est pas nécessairement présent. Ça dépend des milieux, je suis d'accord, mais c'est une réalité quand même. Et ensuite, mais là, le prof, dans sa planification, il doit complètement revoir comment il va enseigner parce qu'on avait des techniques en équipe, on avait des apprentissages individuels, on avait des apprentissages en groupe, mais là, maintenant, on doit revoir tout ça et on ne peut pas se dire qu'on fait des planifs pour plus qu'une semaine parce qu'on ne sait même pas si la semaine prochaine, on va avoir ces mêmes élèves-là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau éducatif, c'est un fiasco total. C'est un fiasco. Tu m'aides à relever une question. Est-ce que le retour en classe est un choix pour tous les parents? Well, ils n'ont pas le choix, n'est-ce pas? Ils doivent, they have to send their kids back to school. They need it. Mais, et c'est ça le problème, c'est que c'est pas nécessairement un choix. Et en plus, quand tu réalises que dans les endroits qu'on dit chaud à Montréal, c'est les endroits où des quartiers qui sont un peu plus défavorisés, mais c'est là où les parents n'ont pas nécessairement le choix. Quand tu es en mode survie, you don't have the choice. It's either you survive or you die. Puis les parents, ils sont un peu dans ce mindset-là dans certains quartiers. Donc, eux, ils doivent aller travailler. Ils n'ont pas le choix de les envoyer à l'école. Et donc, c'est pas nécessairement un choix. Mais là, ces enfants-là qui vont qui vont aller à l'école, ils sont à risque quand même de façon sanitaire. Et donc, ça peut empirer la situation dans certains quartiers. Mais si on retourne encore dans le point de vue éducatif, mais c'est les enfants qui sont dans des quartiers un peu plus défavorisés, il y a des réalités où c'est des enfants qui ont besoin un peu plus de soutien et tout. Mais c'est des enfants pour qui il y a un peu plus d'anxiété ou sont un peu plus anxiogènes. Là, tu embarques dans un nouvel environnement où il doit s'habituer, mais il y a même des nouvelles façons de faire au niveau des professionnels du milieu. Donc là, l'enfant
ça ne l'aide pas nécessairement à s'adapter, à s'ajuster à ce milieu. Tu vois? C'est pour ça que le point de vue éducatif... Si j'entends tout ce que vous me dites, parce que là, vous en avez mis... Oui, hein? Vous avez amené plusieurs éléments. Il y a l'enfant revient et il n'est pas automatiquement dans sa salle de classe avec les gens avec qui il avait l'habitude de fonctionner. Mm-hmm. 2, on le ramène dans une salle où tout ce dont il se souvenait par rapport à l'école n'est plus représentatif. Je n'ai plus accès aux jeux. Je ne sais même pas comment je vais avoir mon lunch. Je ne pourrais pas avoir mon lunch avec mes amis. Je dois garder mon 2 mètres de distance tout le temps. J'ai tapé mon crayon ou j'ai oublié mon crayon. Touche-le pas, s'il te plaît, parce qu'on ne peut pas transférer potentiellement d'infection. Donc, tout ça m'amène à me demander, mais ce serait quoi une journée typique? Parce que si l'enfant arrive et que je ne sais pas en tant qu'enseignant comment gérer cette réalité, parce que je ne sais pas combien d'enfants j'aurai, et aujourd'hui versus demain versus la semaine prochaine. Donc, dans un contexte de préparation des activités de classe, ça laisse plusieurs choses en suspens. Ce que je vais poser comme question, c'est quels sont les outils qu'on vous a proposés pour gérer cette nouvelle salle de classe? Mais écoute, je dirais que pour l'instant, et des fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César, you know? Donc, le gouvernement du Québec nous a quand même donné des formations pour suivre des cours avec TELUC pour justement avoir de la formation sur comment faire de l'enseignement à distance, utiliser les différentes stratégies Google Classroom, Google Meet, etc. D'accord? Dans la salle de classe, je ne dirais pas qu'on a des nouveaux outils parce que, admettons que j'ai 8 élèves sur une possibilité de 24, ils vont juste être dans la classe et simplement que, ils vont être à certaines distances et ils ont moins accès à des accessoires. Mais la classe, nécessairement, n'a pas nécessairement changé. Okay? Ce qu'on nous propose, puis qu'est-ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le ministère continue d'envoyer les trousses pédagogiques à chaque semaine. Donc, les directions les reçoivent, les profs, on a le temps de faire certaines modifications, puis après, ils sont envoyés aux parents at large. Okay? Ça continue. Ce qui fait en sorte que comme outil, pour la planification, si on fait une planification par semaine, je peux me dire, OK, je vais partir des trousses que je reçois parce que je sais que ceux qui sont à la maison vont les recevoir aussi. Right? Fait que je vais partir des trousses pédagogiques, puis je vais créer ma propre planification en m'inspirant des trousses pédagogiques. Ça, c'est un des outils que les profs, on a. D'accord? Mais dans la classe, en tant que telle, à part le même nombre de bureaux, mais moins d'élèves, moins d'accessoires, il n'y a pas nécessairement de nouvel outil. Ça va vraiment être un peu à la discrétion, puis à l'imagination, à la créativité des enseignants. And we are. Être enseignant, c'est être créatif. De base, être enseignant, c'est être créatif, so we are, you know, and we'll find a way. Mais en termes d'accessoires, d'outils, à part les trousses pédagogiques, qui est une très bonne chose, et la formation avec TELUC, il n'y en a pas qui ont été ajoutées. Ce que moi, je vais rajouter là-dessus, encore une fois, ayant parlé à certains profs au primaire, parce que je vous rappelle que je suis enseignante, mais au secondaire. Alors, ça ne me touche pas. Je suis vraiment ici en tant que parent enseignant. Et John, tu me diras si à ton école, tu as entendu, est-ce que c'est la même chose? Ils n'utiliseront pas de papier, de photocopie. Ils ne peuvent plus utiliser, en parlant des enseignants, ils ne peuvent plus utiliser les photocopieuses. On comprend pourquoi. Ils vont devoir enseigner ou consolider les acquis d'une autre façon. Alors, on parle souvent d'agir autrement. Là, on doit vraiment agir autrement, mais autrement. Alors, une enseignante me disait qu'elle, comme justement, elle est en train de préparer les petits paquets pour les enfants, fait que dans le petit Sabziclub, c'est des trucs que genre, des craies, ils vont peut-être aller à l'extérieur, puis où est-ce que tout le monde va avoir son petit cercle, puis ta craie, elle est à toi, personne d'autre ne la touche. Là, des enfants maternels, où est-ce que, OK, on va pratiquer à écrire ton nom. Fait que, est-ce que vraiment c'est réaliste de dire que nous allons consolider les acquis? Nous allons aussi apprendre d'autres choses. Après 6 enfants, on va dire, dans la classe,
qui sont venus. Puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ceux qui sont restés à la maison? Puis, la réponse de deux de ces enseignants à qui j'ai parlé, c'est, ben, où est le temps de faire tout ça? Dis, John, on reçoit des trucs où, oui, la boîte de courriel, elle est pleine. C'est vrai qu'il y a une volonté que nous pouvons prendre des formations à distance. Et ça, je pense, pour mieux nous préparer pour septembre, parce que d'essayer de préparer une rentrée où les enfants vont apprendre quoi et d'essayer de préparer cette rentrée en une semaine. Aujourd'hui, c'était la deuxième journée là, que ces profs-là étaient au travail, justement, en train de changer les salles de classe, les trucs. Déjà, pour ceux qui commencent le 11, ben, ça fait la 9, comme est-ce que, et par la suite de penser, bon, il y a tant d'élèves qui vont être dans ma classe. Puis de ce que j'ai compris, par contre, John, ils ont jusqu'à telle date pour dire que l'enfant vient. Mais tu peux changer d'idée, puis décider que, on va dire que tu n'avais pas donné ton nom et que ton enfant ne venait pas. Ben, OK, tu vois comment est-ce que ça va, puis dans 2 semaines, tu décides que tu vas envoyer ton enfant. Mais comme tu l'as dit, ils vont devoir tout changer, ou ce que, bon, il y avait tant d'élèves, maintenant il faut trouver de la place pour tant d'autres élèves. Ils se pensent peut-être une fois qu'ils ont tous les chiffres, les enfants ou les élèves de 5e, 6e année, ben, dépendamment de l'école, s'il y a trop de personnes, ben, est-ce qu'on va ouvrir certaines écoles secondaires, puis permettre que ces élèves-là utilisent les classes? Il y a encore plein de réponses qu'on n'a pas. Mais est-ce que vraiment nos enfants vont apprendre? Si on me dit que mes enfants vont socialiser, qui est quand même une compétence très importante, si on me dit que mon enfant va devoir is going to have to manage in this new reality. Je ne peux pas toucher mes amis, je ne peux pas emprunter le crayon. Si vous me dites que oui, voici ce que mon enfant va faire, puis que c'est bien, fine, mais parlons des vraies choses. Puis John, on n'a pas encore parlé de, on fait ça pour l'économie, right? Mais parlons des vraies choses. Si je posais la question, parce que pour moi, ce que j'entends dans toute cette conversation, c'est qu'il y a un gros aspect de gestion du changement. Mais c'est une gestion du changement autant pour l'instructeur que ça l'est pour l'enfant. Absolument. Mais est-ce que vous avez, comme on dit, les outils, le savoir-faire pour pouvoir gérer? Parce que pour certains professeurs, on va être honnête, il y en a qui peuvent se tourner sur un discours bien rapidement, puis il y en a, c'est un peu comme un 18 roues. C'est là mon déplacement. Là. Donc, si c'est ça ma réalité, comment est-ce que je gère la salle de classe? Parce que indépendamment, la réalité, c'est que l'enfant va arriver, puis c'est comme, c'est quoi ça? Et peut-être si l'instructeur est aussi, elle ne sait pas. Mais là, ça va pas très fort là, dans l'échange. L'autre question qui me vient, parce que tu as mentionné l'aspect, Joanne, de la gestion ou apprendre à gérer ce nouvel environnement. Selon vous, quelles sont la valeur ajoutée ou quels sont les autres bénéfices de faire rentrer mon enfant plus tôt en mai plutôt que septembre? Parce qu'il y a quand même certaines valeurs ajoutées. Qu'est-ce que ça serait? You know what? Moi, je pense que ma réponse va être avec mon expérience d'aujourd'hui. OK? Moi, c'est la première journée depuis que je retournais en présence à l'école. Donc, je faisais du télétravail, des planifications à la maison depuis. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je suis retourné. Et je pense que c'est une nouvelle game, hein, voir des profs maintenant avec des couvre-visages, avec des masques. OK? Et c'est une new reality, puis ça va être ça. D'accord? Chaque personne gère son stress par rapport au COVID, à la COVID-19 de façon personnelle et individuelle. You know? Et il n'y a aucun jugement de sens que quelqu'un peut être plus stressé. Il y en a qui ne sont pas assez stressés, puis il y en a que, tout le monde le gère de sa façon. Mais c'est une nouvelle réalité que des gens maintenant te parlent, puis ils ont des masques. Et ça va être quelque chose qui va hit l'élève quand même. Ça va frapper l'élève. Et un élève qui rentre en mai versus en septembre va déjà s'être habitué à ça. D'accord? Puis, d'un point de vue, et tu sais, tantôt, Joanne disait un bon truc par rapport à socialiser l'élève parce que
ça fait partie de la mission de l'enseignant, right? Instruire, qualifier, socialiser. C'est nos trois missions qui sont dans la loi même. OK? So, socialiser l'enfant par rapport à sa nouvelle réalité, c'est super important. Et si là, le ministère nous avait dit que l'objectif, c'est de permettre à nos enfants de socialiser puis de comprendre qu'on embarque dans une nouvelle ère. Parce que c'est une nouvelle ère, mais là, tu vois, les réactions des profs auraient été différentes parce qu'on embarque dans un mindset avec une mentalité où, OK, oui, je suis un prof et je vais tout le temps enseigner quelque chose à mes élèves, mais là, je lui enseigne des habitudes sociales. Et là, c'est enseigner des habitudes sociales, des habitudes sociales, mais là, c'est une nouvelle game, ça fait partie de mon rôle. Et là, mais j'ai 1 mois et demi pour essayer vraiment de le permettre de naviguer pendant les vacances. Tu vois? Fait que ce que je vais faire, moi, je veux qu'il consolide pendant les vacances. Tu vois? Et donc là, ça, c'est différent. Mais donc, s'il y a une valeur ajoutée que je peux dire, c'est juste que l'enfant, justement, va être au contact avec cette nouvelle réalité-là. Et s'il a à vivre un choc, mais au moins, nous, en tant qu'enseignants, et puis tout le personnel de l'école, on a au moins 5 semaines pour le permettre de s'adapter à cette nouvelle réalité. Ce que j'aimerais rajouter sur ce que John vient de dire, c'est que moi, en tant que parent, je fais confiance aux enseignants. Je fais confiance aux enseignants de mes garçons. Je sais que, et je suis enseignante moi-même, nous faisons tout pour nos élèves et on se donne à 100%. Alors, je n'ai pas peur de... I know the teachers are going to do the best that they can. Que ce soit, est-ce qu'on enseigne pour enseigner, est-ce qu'on enseigne pour essayer d'apprendre quelque chose, ou bien on enseigne cette nouvelle vie que nous devons affronter. Alors, il y a un plus-value, c'est sûr. Tu vas voir ton enseignant, tu vas voir tes amis, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas apprendre que, voici ton petit carré. Lorsque les enfants doivent se déplacer, puis c'est une enseignante qui me disait ça, pour quoi que ce soit, tout le monde doit se déplacer, puis c'est comme, parce qu'on doit rester à 2 mètres de distance, puis ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais c'est que, OK, là, si quelqu'un veut aller aux toilettes, tout le monde doit aller aux toilettes parce que, OK, c'est le 2 mètres de distance et, en tout cas, c'était la 2e journée aujourd'hui, fait qu'ils vont continuer à clarifier. Exactement, mais je les fais confiance à 100%, puis le parent qui n'aura pas le choix ou qui veut envoyer son enfant, sachez que ces personnes-là qui sont des enseignants, qui sont des pédagogues, they're going to take care of it. No doubt. Puis tu vois, même, Joanne, si je peux rajouter à ça, Paula, juste, parce que beaucoup des consignes du ministère, dans les consignes puis dans les questions qui sont posées, une des réponses, c'est l'équipe école qui va prendre la décision. You know? Puis je pense que, étant donné que chaque école a des réalités différentes et est dans un milieu différent, mais c'est les enseignants puis la direction et toute l'équipe école qui est capable de savoir, mais OK, nous, on va installer telle mesure parce qu'on connaît notre réalité, you know? Puis c'est pour faire du pouce à ce que Joanne disait que l'équipe école, je suis dans une école actuellement qui est incroyable où on fait tout pour que ça fonctionne avec les élèves, pour respecter toutes les consignes sanitaires, mais également pour que les enfants aient la meilleure expérience quand même. On fait tout. C'est juste que, tu sais, quand on parle entre adultes, on met carte sur table, mais peu importe le choix, c'est important que les parents sachent que l'école, l'équipe école, qu'on part du concierge jusqu'au technicien de service de garde, jusqu'à la direction des enseignants, tout le monde fait tout pour que l'enfant vive la meilleure expérience scolaire quand même en 1 mois et demi. Il y a une question qui est rentrée, comme on dit, sur les commentaires, et ça demande, est-ce logique pour un professeur de soutenir ou aider de jeunes enfants en utilisant la distanciation sociale, parce que c'est la nouvelle réalité, et comment peuvent-ils, ces enfants-là, interagir entre eux? Parce que c'est un gros morceau, là, parce qu'on a des enfants qui reviennent et puis l'idée d'aller à l'école, c'est d'être avec mes amis, de jouer avec mes amis, d'aller à la récré avec mes amis, de manger avec mes amis. Puis là, du jour au lendemain, on te dit, tu peux le voir de loin, tu peux lui envoyer la main, mais il y en a plus de caresses, il y en a plus de courses comme on faisait avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on explique ces réalités à l'enfant? Parce que je pense que peut-être nous, en tant que parents, on a aussi un rôle à jouer, à expliquer ce que ça aura l'air à cet enfant-là
pour qu'il n'arrive pas le premier jour à l'école, puis qu'il ait l'impression qu'on est toujours en train de lui dire non. Parce que non, tu peux pas faire. Non, t'approches pas. Parce que, excuse-moi, l'enfant va être stressé. Donc, qu'est-ce que le professeur peut faire, mais aussi qu'est-ce que les parents peuvent faire pour mieux préparer leur enfant? Je pense que le travail va devoir être fait à la maison avant. Le parent aura ce travail-là à faire, justement pour préparer l'enfant à cette nouvelle réalité qu'il va vivre, parce que une des questions justement que une des enseignantes avait, et elle n'a pas encore la réponse, mais c'est qu'avec cette distanciation à l'école, lorsque l'enfant est en détresse, ce petit enfant de 7 ans, de 8 ans, ou même s'il s'est blessé, on s'entend qu'à un moment donné, bon, tu es humain, tu vas devoir faire ce que tu dois faire, mais dans un premier temps, ce que tu apprends ou ce que tu vas démontrer à l'enfant, c'est que non, tu dois le faire seul. Alors, une des... c'est quoi le mot? En tout cas, ce qu'un des enseignants disait, c'est ton enfant, s'il n'est pas autonome, il ne peut pas, tu sais, monter sur... Anyway, do his jacket, by himself. On pourra pas l'aider parce que il faut respecter le 2 mètres de distance. Alors, c'est une décision au parent. Le parent doit penser à toutes ces choses-là. Quel type d'enfant est-ce que tu as? Puis, une fois qu'il est à l'école, la question c'est Jessie, je pense son nom, c'est très valable, comme quel sera le rôle de l'enseignant? Puis, je te laisse répondre, John, puisque tu étais à l'école aujourd'hui, tout comme hier. Mais tu vois, dans les réponses que le ministère donnait, on va avoir accès à des couvre-visages, on peut avoir des couvre-visages et tout. Si on a à faire une intervention qui nous oblige de, mettons, ne pas respecter ce 2 mètres ou whatever, Donc, on va avoir genre le matériel de protection disponible, OK? Je pense par contre, puis j'ai fait beaucoup de réflexions depuis une semaine, et je me dis que c'est quand même, je pense, une bonne chose, et je mets beaucoup de bémols et de guillemets, de quote-unquote dans le mot « bonne chose », mais je pense que c'est une bonne chose que l'enfant s'habitue à avoir des interactions avec ses enseignantes à 2 mètres, ou qu'il s'habitue à avoir des interactions avec ses enseignants avec un masque sur le visage. Pourquoi? Parce que pour les prochains mois, ça va devenir une réalité. Une norme, une voie dehors. Exact. Pas seulement à l'école, exact. Partout. Donc, que ça commence à l'école, dans un endroit où tout le monde a à cœur la sécurité de l'enfant, autant mentale que physique. It's not a bad thing. That's right. Donc, et que l'enfant aussi s'habitue à trouver des nouvelles façons de s'amuser avec ses amis en respectant les consignes sanitaires. It's not a bad thing. C'est pas mauvais non plus, parce que tu veux que, s'il y a un endroit où tu veux que l'enfant fasse certaines erreurs, c'est dans un endroit sécuritaire pour lui. C'est soit à l'école, soit à la maison. Donc, ce que je peux conseiller aux parents, si vous avez des frères et sœurs, pratiquez-le maintenant. Si là, les enfants ont des frères et sœurs, faites-le à la maison, pratiquez le 2 mètres. C'est juste comme pour que ils soient habitués. Exactement. Essayez de trouver des jeux à 2 mètres. Tu sais, moi, je suis en art dramatique. OK? Donc, des jeux où l'enfant, tu sais, déjà là, c'est très difficile de faire respecter le 2 mètres quand tu es en art dramatique, tu fais des pièces de théâtre, tu sais, en groupe. Mais il y a plein de différentes façons. Les enfants, ils jouent avec des objets et tout, mais soyez à 2 mètres et inventez une histoire avec, justement, on va dire, les objets à 2 mètres. Et là, ça oblige alors de, justement, trouver une nouvelle façon de créer cette histoire-là sans que les enfants soient ensemble. Donc, ça stimule un peu leur créativité. Donc, moi, je pense que les parents, ça commence, comme Joanne l'a dit, à la maison. Si vous avez des frères et sœurs, faites-le respecter le 2 mètres avec les parents. Et aussi, en tant qu'enseignant, même si ça me brise le cœur d'aller parler à un enfant avec un couvre-visage, je me dis de façon pédagogique, c'est pas mauvais, puisque ça lui permet de s'adapter à la nouvelle réalité sociale. Absolument. Il y avait une autre question, Suave Dalia, qui mentionnait le scénario peut paraître réalisable quand on a des enfants modèles. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a des enfants qui ont des défis ou bien qui sont un peu plus turbulents? Parce qu'il y en aura là, parce qu'on avait des enfants avec des troubles d'apprentissage avant
qui vont continuer par la suite. Il y en avait des enfants qu'on savait qu'ils étaient plus difficiles à gérer. Ben, c'est pas parce que maintenant on te dit 2 mètres que ça veut dire qu'il va respecter ces règles-là. Ouais. Comment ça se gère, ça? Ouf, laisse-moi dire quelque chose là-dessus parce que justement, c'est là que we are stuck, OK? D'une part, on nous dit, si ton enfant a des difficultés à l'école, il serait mieux de l'envoyer à l'école parce que, bon, il peut bénéficier de ci et de ça. Mais là, lorsqu'un enfant a des difficultés à l'école, est-ce que c'est tout le temps relié à l'apprentissage comme à... ou des fois, n'est-ce pas, son comportement? Parce que là, maintenant, tu veux envoyer des enfants qui auront souvent besoin de cette ce soutien. Yeah. Oh, puis la gestion, et c'est là, on n'a pas encore parlé de ça, mais lorsque ces enfants-là ne sont pas modèles, et on s'entend qu'ils ne sont pas tous modèles. Non, ils sont humains. Ils se font penser lorsqu'on se penche sur cette problématique-là. What comes out? John. Et you know what? Et c'est là que je pense que it's going to be highly difficult. Je pense que ça va être très difficile. Je crois que beaucoup de ces réponses vont être au jugement professionnel de chaque prof. D'une façon, de sens que j'en ai des élèves turbulents et des fois, you know, Joanne, on a les mêmes stratégies. Tu te mets au niveau de l'enfant, tu diminues, tu veux prendre son épaule, tu veux respirer avec lui. Et là, maintenant, on ne pourra pas le faire. Mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement une réponse, la meilleure des réponses. Je crois, la réponse parfaite, exacte. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le réflexe du pédagogue. En tant qu'enseignant, tu as des réflexes. Tu sais, du sens que des fois, tu es dans une situation, il y a un imprévu, puis tu as la solution qui arrive, boum, direct, parce qu'un pédagogue, on réfléchit tellement à vitesse TGV pour le bien de nos enfants, puis je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que tu peux poser la question à n'importe quel prof, on va dire, you know what, je sais pas. Mais quand on va être dans la situation, we'll find a way. Pourquoi? Parce qu'on a le bien des enfants à cœur. Tu dis ça, et puis attends, juste avant que je te laisse aller, Joanne, il y a une autre question, puis pour moi, elle est vraiment, c'est aussi une question très valide à l'effet que le gouvernement a aussi rappelé les professeurs qui sont dans la soixantaine et plus. Là, la question devient, est-ce qu'on rappelle ces gens-là parce qu'il y a un manque de personnel ou bien parce qu'on se dit, ben, c'est pas dangereux pour vous? Alors que de l'autre côté, on disait que les personnes de 50 ans et plus sont plus à risque. Donc, c'est une conversation qui a tellement de niveaux de, comme on dit, de détails que tu te poses la question, OK, si j'ai 60 ans et quelques, j'adore être avec les enfants, mais qu'en tant que grand-parent, je peux pas voir mes enfants, mes petits-enfants, mais là, tu me demandes d'aller m'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a du sens? Et ça, comme on dit, je ne pense pas qu'on va résoudre cette conversation-là. Mais je pense que, et puis je vais être honnête avec tout le monde ici, la réalité, c'est que c'est une situation qui est tout à fait nouvelle pour toutes les gouvernements au Canada et ailleurs. Donc, on apprend en faisant des petits pas. Certains iront dans la bonne direction, certains iront peut-être, comment on dit, peut-être qu'on devrait changer. Donc, il y a cet élément-là. Je ne pense pas que la décision a été prise de façon foncière parce qu'on se dit, ben, ils s'en sortiront, c'est correct, tout est beau. Mais c'est vraiment la partie, il faut commencer quelque part. Est-ce que dans cette conversation-là, je peux espérer à travers tous ces éléments valider, est-ce que c'est un choix réel pour les parents? Parce que, et puis même pour le gouvernement, est-ce que c'est un choix réel? Parce qu'on leur donne la possibilité, tu peux soit y aller ou tu peux le garder chez vous. Il n'y a pas de pénalité dans un sens ou dans un autre. Il y a Télé-Québec qui offre des produits en ligne. Des capsules, des formations. Mais c'est la partie, pour le professeur qui est dans cette classe-là,
il y a une réalité qui est quand même très personnelle et il y a aussi la réalité, je veux prendre soin de cet enfant. Ils sont peut-être pas des infirmiers, ils sont peut-être pas des médecins, ils sont peut-être pas comme on dit, la première ligne dans le contexte de santé, mais je me retrouve dans une situation où par moment, je peux me poser des questions. Est-ce que ça a du sens pour moi? No doubt. Puis, et tu vois, et c'est là que je me dis que vraiment, toute cette décision doit être prise par le parent, mais sans influence X, Y, Z. Je pense que chaque parent connaît sa réalité. Et chaque parent connaît son enfant. Moi, je crois fortement que jamais, peu importe la raison, il faut sacrifier l'éducation. Donc, tu sais, je ne sacrifierai jamais l'éducation pour de l'économie. Je ne sacrifierai jamais de l'éducation pour du confort, peu importe, non, parce que tout ce qui est l'éducation, surtout chez un enfant d'âge primaire, ça va avoir des impacts. Pour le reste de leur vie. Pour le reste de sa vie, exactement. Donc, moi, je pense que le parent qui prend cette décision-là doit se dire quelle est la meilleure décision d'un point de vue éducatif. Connaissant mon enfant, sachant est-ce que mon enfant, si je l'envoie, ça va avoir des bons impacts d'un point de vue éducatif. Parce que ça se peut que tu aies un enfant qui soit qui ait beaucoup de difficultés, on va dire, à l'école au niveau académique, mais qui s'adapte très, très bien, qui est très sociable. Mais peut-être que c'est la meilleure des choses, l'envoyer. Parce que, il va pouvoir consolider certains acquis, which is a reality, c'est ça qu'on va faire, mais aussi, lui, vu qu'il s'adapte très rapidement, il va déjà savoir à quoi va ressembler septembre durant l'été, mais il va être beaucoup moins stressé. Puis ça va faire en sorte que cet enfant-là qui est peut-être turbulent et qui était super sociable et qui parlait, etc., mais là, il risque de devenir un leader l'année prochaine parce que c'est un des enfants connu. Exactement. Un des premiers fait là où tout le monde va être stressé, lui va pouvoir peut-être déstresser. Je vais t'expliquer comment on fait ça. Exact. Fait que là, tu viens de passer d'un enfant qui est bien turbulent, bien dérangeant, à peut-être un enfant qui vient avoir un certain peut-être, et là c'est utopique, mais qui risque peut-être d'avoir un certain changement de comportement. You know? So, c'est pour ça que ça dépend. Seulement le parent connaît son enfant. Mais c'est vraiment d'y aller en sachant toutes les vraies réalités, tout ce qu'il va avoir là dans le milieu. Il y a une question qu'on a encore qui est rentrée de Marilyn. Est-ce que vous croyez que le système scolaire va changer post-COVID? Et est-ce qu'on peut bonifier les apprentissages par distance? Exemple, que ce soit les récupérations, les suivis pédagogiques et différents cours. Donc, qu'est-ce qui est vraiment possible? Écoute, est-ce que vous croyez que le système scolaire va changer post-COVID? Je pense que oui, c'est sûr. Toi, Joanne, qu'est-ce que même je pense? Je me dis maintenant, je me demande s'il va y avoir des suppléants. Parce que sachant maintenant que tu peux faire des trucs à distance, je me demande si les directions vont pas être assez, permettre pour après nous dire, tu sais quoi, tu peux faire un peu d'enseignement à distance, tu peux faire des petits planifs sur Google Classroom. En tout cas, moi, je pense qu'il va y avoir... C'est ce qu'on nous dit, en tout cas au secondaire, là, comme on est en train de revoir les trucs, puis en septembre, ça ne sera plus du tout la même chose. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être, mais every indication tells us que ça ne sera pas comme on l'a connu, ça sera autrement. Comment est-ce que ça va être, on ne le sait pas, mais c'est sûr et certain que déjà, on planifie, comme parce qu'on doit donner nos choix de cours, puis qu'est-ce qu'on veut enseigner en termes de niveau, tout ça. Puis déjà, on planifie, c'est quoi, pas des cours de rattrapage, mais lorsque tu es professeur ressources, d'avoir des libérations, parce que il y aura, du moins à la première étape, où ce qu'on va devoir reprendre certaines de l'année dernière pour s'assurer que tout le monde soit au même niveau. Alors oui, il y aura une bonification, c'est sûr, de la récupération. On n'aura pas le choix parce que le gouvernement a fait le choix de tout le monde passe. L'année ne sera pas en péril. C'est un choix. Si tu envoies tes enfants, alors il y a des enfants qui vont rester à la maison, puis dépendamment le contexte à la maison, si l'enfant est à la maison et continue d'apprendre, de pratiquer ou quoi que ce soit, ou on fait autre chose. Alors, si l'école en septembre devient obligatoire pour tous et qu'on y retourne, on va avoir des enfants qui, oui, ont été au prochain niveau, mais ne sont pas au même niveau.
Exact. Non, ça, c'est notre... Et c'est sûr, il va y aura des ajustements. Ouais. Exactement. Ça c'est sûr et certain, you know. Puis je me dis, tu sais, je pense que l'enseignement à distance, oui, va être bonifié parce que tous les enseignants sont en train d'essayer de justement s'ajuster avec les différentes plateformes qui existent. Puis, tu sais, aussi, on est dans une nouvelle ère, you know, les réseaux sociaux et tout. Puis les enseignants, on n'est pas à l'abri de cette nouvelle ère-là. C'est une réalité, you know. Donc, d'aller plus virtuel, de devenir un peu plus technologique dans notre enseignement, moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. You know? Je pense on est les derniers à le faire, j'ai comme l'impression, aux États-Unis, longtemps, même en Ontario. Mais oui, mais juste quand tu vois Google Classroom, Google Meet, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. Ça fait très longtemps que ça existe. C'est juste que on n'avait pas cette réflexion, cette habitude. Puis il y a des super bonnes choses qui sont en train de se passer. Moi, je continue du théâtre parascolaire au secondaire en ce moment. Puis je donne justement le parascolaire, le cours parascolaire à distance en utilisant Google Classroom, Google Meet, etc. Et c'est vraiment intéressant là, ce que je suis capable de faire avec les élèves. Pourquoi? Parce que là, maintenant, les élèves doivent créer dans un nouveau contexte. Fait que ça continue à stimuler la créativité. Donc, c'est pas nécessairement mauvais. Ça va être bonifié. Fait que je pense que les bonnes choses vont ressortir, mais c'est simplement de bien le faire. Il y a une autre question, puis là, comme on Keep dit, them coming. Je sais, puis là, on voulait pas que le segment dure trop longtemps, mais là, en tout cas, il y a une question de Nerline qui parle de son enfant qui est en maternelle et qui est elle a l'âge d'apprendre la motricité fine. Ouais. Et comment peut-elle développer son apprentissage si toutes les activités sont maintenant proscrites? Et comme exemple, comment attacher ses lacets? Et si ça se fait pas à l'école et sur vidéo ou quoi que ce soit, là, comment est-ce qu'elle va? Comment est-ce qu'elle va apprendre ces éléments-là? Ma première idée qui me vient en tête, c'est vraiment la partie où, quelque part, le parent va devoir être un peu plus impliqué dans certains de ces éléments-là. Ouais. Parce que, comme on dit, si le professeur peut plus t'aider à faire certaines choses parce que je dois garder mon 2 mètres, ben c'est là que moi, à la maison, je devrais peut-être commencer à réfléchir. Est-ce qu'on fait des arts plastiques à la maison? Est-ce qu'on va faire notre bricolage? Donc, ça va demander, comme on dit, un rebalancement de la façon dont les parents voient leur rôle dans l'éducation des enfants et de la même façon dans la façon dont les enseignants contribuent à cet apprentissage-là. Parce que c'est à peu près certain dans ma tête qu'avec, après ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on est en train de vivre avec COVID, qu'on ne reviendra pas en septembre et puis que tout le monde a tout oublié et puis qu'on se fait des gros bisous. Là. Je suis à peu près certain que, comme on dit, on est au Québec puis on se fait la bise. Peut-être qu'on va adopter le comportement des Japonais, puis on va faire... Ça va être ça, ça va, oui. Il y aura des changements qu'on devra apprendre en tant que société et qui devront être renforcés autant à la maison qu'en milieu scolaire. Ouais. Ben, tu me fais penser à ce que certains parents ont dit. Ils ont été forcés à devenir des enseignants les 2 derniers mois, là. Ces parents sont devenus pédagogues, sont devenus, c'est eux qui étaient là, qui devaient faire, que ce soit des devoirs, les trousses d'apprentissage. Puis, alors, les parents vont continuer ou vont devoir continuer à faire certaines choses ou ces choses-là. Puis, lorsqu'on demande ou lorsqu'on dit, ben, si ton enfant, il n'est pas autonome, vaut mieux que tu ne l'envoies pas. Parce que, encore une fois, je me répète, mais qui va l'aider à, you know, zip up his jacket, à faire ses lacets, tout ça. Puis, on a vu depuis quelques années, mais ça fait longtemps qu'on demande d'envoyer les souliers à velcro. Moi, à l'école, je vois pas qu'on a appris mes enfants à faire le lacet. On s'attend à ce que ça soit appris à la maison. Alors, il y a je pense qu'il y a beaucoup de choses où on s'attendait que c'est à l'école qu'on apprend ça, mais non, ça va devoir être nous. Puis, par contre, on peut se donner une tape dans le dos, on l'a fait. Les dernières semaines, on fait tout ce qu'on est capable de faire avec nos enfants, passer plus de temps avec eux, bien sûr, mais aussi les épauler dans ce cheminement d'école à la maison.
Ouais. Puis, et c'est intéressant parce que ce que tu dis, puis moi, ce que j'entends, pour le moment, on est en confinement et comme on dit, il y a plusieurs des parents qui sont à la maison. On ne parle pas des parents qui sont des services essentiels, mais va arriver un moment donné où on va retourner au travail en fonction de ce que ça demande. Et ça peut être que je suis à la maison, mais que je dois travailler à la maison. C'est pas donné à tous les parents d'avoir ce don de pédagogie. Donc, ce que j'entends dans cette conversation-là, qu'il y aura aussi une rééducation à faire avec les parents pour leur laisser comprendre quelles sont ces choses que nous, on peut faire à l'école et quelles sont ces choses qu'on va vous demander de faire avec vous. On vous donnera peut-être des outils pour aller le faire. Tu vas apprendre telle compétence avec tel jeu, tel ci, tel ça. Mais ce sera plus la façon dont on le faisait. Si moi, je regarde quand j'étais enfant, puis on va dire que j'avais juste une vingtaine d'années, quand tu lisais des livres, moi, mes enfants, oui, ils ont un peu lu des livres, mais la majorité de leur apprentissage maintenant se fait à travers, comment dire, à travers la technologie. Donc, quels sont ces outils qu'on va nous fournir pour pouvoir passer l'apprentissage? Et d'un autre côté, c'est aussi l'aspect, on sait aussi qu'il y a le défi d'être accro à la technologie. Donc, comment est-ce qu'on établit cet équilibre pour ne pas créer une génération qui est tellement pris dans ces appareils que je ne sais même plus comment socialiser? Puis la distanciation, ça aide pas non plus. Il y avait des... C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je pense alors que, parce que ce que j'ai peur et ce que je voudrais pas qu'il arrive, c'est que maintenant, les parents deviennent des pédagogues. Tu sais, je pense qu'un enseignant fait un bac de 4 ans, fait des spécialisations pour être capable d'enseigner, you know? Donc, il y a des techniques qu'on apprend, c'est pas donné à tout le monde. Donc, si un parent décide d'être pédagogue, il peut être pire que pas avoir eu de pédagogie, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudrait pas je veux pas que le parent se dise, oh, faut que je devienne un pédagogue. Moi, je crois par contre que cette nouvelle réalité-là, puis je fais du pouce à la question à quoi va ressembler le monde scolaire post-Covid. Je pense que maintenant, ça va être, avant c'était recommandé. Là, moi, je pense que ça va être obligatoire quasiment pour les parents d'avoir une relation très proche avec tous les profs de leurs enfants pour justement qu'ils soient capables d'utiliser, OK, de ce que tu as enseigné, comment je peux le réinvestir à la maison? Qu'est-ce que je peux faire pour justement optimiser l'apprentissage que mon enfant a reçu, que ce soit à l'école, que ce soit à distance? Okay? Et je pense que là, c'est ça que ça va être hyper important. Je pense que même en tant qu'enseignant, on va devoir développer des meilleures communications avec les parents, et vice-versa. Et ça, pour moi, je me dis, it's a great thing. Pourquoi? It's a great thing. Pour la relation de famille. Pour la relation parent-prof, la relation parent-enfant, la relation enfant-parent, parce que là, maintenant, c'est un triangle où tout le monde travaille ensemble. Et ça fait en sorte que le parent devient beaucoup plus investi à l'école, il est au courant de qu'est-ce qui se passe, et un parent qui est au courant de qu'est-ce qui se passe ne va pas accepter n'importe quoi quand il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements dans le monde éducatif. D'accord? Et donc, c'est ça, à mon sens, c'est une bonne chose que le COVID est arrivé, parce que là, maintenant, tous les parents vont devoir travailler de concert avec les profs. Moi, c'est ce que je conseillerais beaucoup aux parents, c'est rentrer en contact avec les enseignants de vos enfants et demandez-leur directement, OK, quelle stratégie utiliser, qu'est-ce que toi tu fais que tu pourrais réinvestir. Parce que je donne un exemple. Moi, je suis un prof d'art-drame. Donc, c'est sûr que un parent qui me dit mon enfant est tout le temps sur sa tablette, mais je vais lui dire, mais regarde, il est tout le temps sur la tablette ou il est tout le temps en train de jouer à des jeux vidéo. Un moment donné, il joue un jeu, fais pause, demande-lui, OK, c'est quoi l'émotion que ton personnage que tu joues est en train de vivre en ce moment, you know? Puis est-ce que tu es capable de le réinterpréter? Mais ça, c'est des stratégies que, il est tellement qu'il est arrivé sur sa tablette, on va utiliser la tablette, mais on va la stimuler de façon plus éducative. Exactement. Okay. Mais il faut rentrer en contact avec le prof pour savoir le faire. Il faudrait peut-être 2 ou 3 heures de plus dans la journée pour vraiment pouvoir mais je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes. C'est parce que je vais être honnête avec toi en fonction de ce que j'ai entendu. Mes collègues, membres de la famille et tout, il y a eu de belles découvertes.
pendant le temps qu'on était à la maison avec nos enfants. Et de cette découverte, c'est aussi la partie de réajustement de nos priorités. Donc, ce que COVID a créé, c'est que ce que j'avais pris pour acquis, que je pédale jusqu'à telle date, la fin de l'année scolaire, ensuite, on les garde pour 2 mois, puis vite, on les ramène là-bas, puis on est tranquille jusqu'à... Ben là, ça marchera plus. Donc, c'est la partie, il va falloir en tant que famille, en tant que société, qu'on réévalue comment je gère ce que je considère qui est important, c'est-à-dire ma famille et le futur pour ces enfants-là. Exact. Sur ce, je vais vous poser la question parce que je vois déjà qu'on arrive vers les 9h25. On frappe le 1h sous peu. Wow. Si vous aviez 2 ou 3 choses comme on dit, 3 éléments à considérer que vous aimeriez passer à notre audience dans la prise de décision, quels seraient ces 3 éléments? Écoute, moi, je vais aller, puis après, je vais te laisser finir, rejoindre, parce que je me dis, you have to finish with the voice of wisdom. Donc, tu vois, mais je dirais, le premier élément, je pense que c'est regardez où votre enfant était rendu dans son apprentissage. Du sens que, est-ce que votre enfant avait énormément de difficultés à l'école? S'il y avait beaucoup de difficultés, son bulletin n'était pas joli, mais c'est un des éléments à prendre en considération, à savoir est-ce que c'est mieux qu'il soit avec son professeur pour qu'il consolide ses acquis-là. D'accord? Le deuxième élément, c'est est-ce que votre enfant est anxiogène face au changement? D'accord? Si tu sais que ton enfant stresse beaucoup dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau à la maison, qu'on va dire qu'il y a un nouveau meuble, puis c'est pas quelque chose qu'il aime, ou que tu changes son jouet, puis qu'il n'aime pas ça, ou peu importe, une nouvelle personne arrive à la maison, puis tu ne l'avais pas averti, puis il n'aime pas ça. Si tu sais que ton enfant est anxiogène face au changement, ben, prenez-le en considération à savoir est-ce que c'est la meilleure affaire que si je l'envoie. D'accord? Et je dirais la troisième chose, c'est la sociabilité de votre enfant. Si votre enfant s'adapte bien, pas de problème de sociabilité, mais ça peut aussi être un élément que vous prenez en considération. Si votre enfant est très introverti, ben aussi prenez-le en considération à savoir est-ce que c'est la meilleure option de l'envoyer ou non. De ton côté, Joanne. J'aimerais tout simplement rajouter que le choix que vous allez faire, c'est le bon choix pour vous. Vous n'avez pas à vous sentir pas guilty, là. Coupable, parce que votre situation ne vous permet pas de garder l'enfant à la maison, ou que votre situation, malgré le fait que vous pouvez très bien garder l'enfant à la maison, mais que you need a break. Vous avez, ça fait 6 semaines que l'enfant est là dans vos jambes, puis vous avez besoin d'une pause de 2 semaines, I don't know, et que vous l'envoyez. Do what is best for you. Puis, moi, comme je disais plus tôt, si je décide d'envoyer, je fais confiance à l'endroit et où j'envoie mon enfant, les personnes avec qui mes enfants vont être. Puis en même temps, si je garde mon enfant, c'est un choix. J'assume. Exactement, j'assume. C'est très bien dit. Ouais. Okay. Donc, merci beaucoup à vous deux, Joanne et John, pour cette belle conversation. J'espère que ça a avancé la réflexion, élargi les perspectives pour nos participants. Ce que j'aimerais dire avant que nous fermions la boucle sur cette conversation, c'est que je vous rappelle à tous et chacun qu'on est tous ensemble à essayer de donner du sens à une nouvelle réalité. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. On essaie de trouver ce qui va fonctionner pour nous, pour nos familles, pour nos sociétés. En attendant, 3 petits rappels. Prenez soin de vous et des gens autour de vous. Votre santé mentale est importante, donc je veux m'assurer qu'à travers tout ça, c'est un changement, c'est des gros changements pour beaucoup d'entre nous. Donc, il faut que je sois un peu plus patiente avec moi. Soyez gentils, autant avec vous qu'avec les autres, parce qu'on ne sait jamais ce que les autres sont en train de traverser. Donc, peut-être moi, ma réalité n'a pas l'air si pire, mais qu'eux, ils ont des choses qui sont peut-être qui les stressent encore plus que ce que vous pouvez vivre. Finalement, autant que vous le pouvez,
passer au suivant. Donc, que ce soit en offrant des sourires, que ce soit en faisant un petit allô rapide à travers la rue à un de nos voisins, puis s'assurer que lui aussi sourit, ou encore, comme on dit, prendre le temps d'appeler quelqu'un pour valider comment est-ce qu'ils vont. Ça, c'est des petites choses dans ces moments-là où on a de gros changements. Je veux juste savoir que je suis pas invisible et qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à moi et qui, comme on dit, qui prend soin de moi. Mais on s'oublie pas non plus là-dedans. Donc, merci à tous et chacun qui étaient partie intégrante de cette conversation. Je m'excuse si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais j'espère au moins qu'il y a certains éléments qui ont été partagés qui pourront être utiles pour vous dans votre prise de décision. Donc, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Au revoir. Merci.